Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux Focus. Le Focus du jour propose de revenir sur 8 ans d'histoire. Entre 1996 et 2004, Leeds United Football Club nous a fait rêver et pleurer. Si nous étions beaucoup trop jeunes, voire pas du tout de ce monde, pour vivre son sacre en première division anglaise en 92, nous avons pu voir ce club occuper les sommets de la Première Ligue, le dernier carré en Coupe d'Europe et admirer une génération dorée. Aussi, nous l'avons vu s'effondrer sportivement et économiquement jusqu'à disparaître du haut niveau. Le podcast du jour refait le parcours des Peacocks au tournant des années 2000, des sommets à la chute. Et pour m'accompagner dans cette discussion, j'ai Johan avec moi. Salut à tous. Tate. Salut à tous et à toutes. Et j'ai le Christ. Salut à tous. 8 ans d'histoire, c'est beaucoup. On va essayer d'expliquer pourquoi on parle de Leeds. Ça reste une équipe qui nous a marqué sur ce temps, tant par les sommets atteints que par la rudeur de la chute. Mais il y a aussi ce côté, on a affaire à un Leeds qui vient juste d'être champion d'Angleterre, en tout cas dans cette décennie. Johan, en 92, c'est le dernier champion d'avant-première ligue. C'est resté quand même dans les mémoires Cantona. C'est quelque chose qui est encore dans l'esprit de Leeds dont on va discuter aujourd'hui. Ouais, parce que le titre de 1992, c'est quand même une surprise en Angleterre. C'est quand même une surprise, parce qu'on avait l'habitude de voir plutôt Liverpool, parce que Liverpool Liverpool sort de sa lancée des années 80 et début 90, donc on s'attend à ce que ce soit Liverpool. Après il y a Arsenal aussi qui a gagné le titre au début des années 90, mais personne ne s'attend que ça soit Leeds, mais vraiment personne. Manchester est en pleine reconstruction aussi, mais ils commencent déjà un petit peu à montrer quelques signes de reconstruction, mais Leeds en 92 avec Gordon Strachan, Eric Cantona notamment, c'est une véritable surprise. Encore une fois, Eric Cantona qui arrive et qui, on va dire, change beaucoup de choses et qui amène donc cette équipe pour le dernier titre de First Division. C'est exact. Avant l'arrivée de la Première Ligue. Alors que, attends, petite précision aussi, on a un Leeds qui est champion, qui vient d'être promu il y a que 1 an ou 2 ans, donc c'est un peu le Leicester de l'époque, peut-être encore beaucoup plus fort vu l'adversité, mais c'est vraiment très fort. Et c'est cette raison qui nous amène aujourd'hui à discuter de ce Leeds-là, parce qu'on l'a vu à partir de 96, notamment à l'arrivée de George Graham, l'entraîneur, qui remplace Wilkinson, le dernier Anglais à avoir gagné le championnat d'Angleterre. Ouais. Et ce Graham, il va insuffler un nouvel élan à cette équipe-là à partir de l'arrivée de 96, où là on entre dans une période où ça va bien se passer pour Leeds. Peut-être pas la première saison, mais ensuite ça va bien continuer. Sur ces 2 années-là, 97-98. Exactement, la première année, ils prennent, donc ça se passe pas très bien, ils finissent dans le ventre mou du championnat. 11e. Et c'est vraiment la deuxième année où ils recrutent le fameux Jimmy Floyd Hasselbaink. Il est venu du Portugal, inconnu dans son pays. C'est tout bas, il me semble. Boa Vista. À Porto. Exactement. Il vient donc l'année d'après, en 97, où là, l'équipe change de dimension et côtoie les 5 premières places de la Première Ligue. La première saison, Gilles Christ, on a Lee Bauer qui vient, on a Nigel Martin qui vient aussi, on a Lee Sharp, il y a Yann Hart aussi qui sort, et ça va être des joueurs qui vont être très importants sur les 8 ans qui vont venir. Il y a des joueurs que moi j'admire beaucoup. Par exemple, Yann Hart, quand par exemple tu cherches une alternative à, je sais pas moi, à Roberto Carlos, en termes donc de frappe de balle et même de coups de pied arrêtés, mais voilà, tu regardes Yann Hart, Lee Bowyer, donc ce sont ces jeunes joueurs, donc on va revenir dessus donc avec la période de 98-2002. Où c'est un milieu de terrain qui est là, qui marque énormément de buts. Un chien fou. Un chien fou et qui est là, et qui marque des buts. Toujours à être sur les mollets des adversaires. C'est ça. Un petit peu dans l'esprit du jeu anglais, le jeu anglais, je dirais pas héritier du Crazy Gang de Wimbledon, mais qui est un peu caricatural. Un peu caricatural et qui fait le charme en fait et le cliché du football anglais. C'est ça. Ouais, vraiment, Leeds de George Graham. Dans les fondations, ça fait penser un petit peu à l'équipe d'Arsenal avant Arsène Wenger plutôt. Parce qu'il y a vraiment les grands solides gaillards de derrière, ajouté à une petite touche technique au milieu de terrain ou en attaque à ce niveau-là. Et comme Tate l'a mentionné, l'arrivée de Jimmy Floyd Hasselbaink qui vraiment apporte un énorme plus, parce qu'avant ils avaient des attaquants qui n'étaient pas terribles, notamment le Norvégien Molnar, je crois, c'est ça. Et, il n'y avait pas de joueurs terribles à l'époque, mais vraiment l'arrivée de Jimmy Floyd Hasselbaink change pas mal de choses dans cette équipe. Graham, ça montre aussi les ambitions de ce Leeds qui vient d'être récemment d'être champion d'Angleterre. Graham, ça reste quelqu'un qui a son palmarès. C'est quelqu'un qui a été champion avec Arsenal. Donc il y a de l'ambition du côté de Leeds. C'est pas un phénomène. Bien sûr. Tate.
Ah, exactement, comme tu viens de mentionner, c'est vraiment quelqu'un qui a cette projection vraiment de ramener Leeds dans les sommets. On lui laisse du temps, enfin, à posteriori, on lui dit oui, on lui dit on lui laisse un petit peu de temps, mais c'est vraiment la deuxième année, à la fin de la deuxième année, où il va avoir un peu du rififi avec la direction de technique, et c'est là où il va décider de partir à disons que là, c'est un nouveau propriétaire qui arrive avec Peter Ridsdale, qui arrive en 97, et donc avec les nouveaux, donc une nouvelle façon donc de voir donc les choses par rapport du côté de Leeds. C'est ça. Et donc ça c'est ça qui on va dire qui amène la cassure justement donc avec Graham qui part donc au cours de la saison 98-99 en octobre. Et donc il y a un intérimaire qui va être mis en place. Il y a toute une liste d'entraîneurs qui sont courtisés, donc on parle des très grands entraîneurs. Voilà, exactement. On parle par exemple de Martin O'Neill aussi là qui était pressenti fortement. Et donc quand on voit l'intérim donc de David O'Leary, on se dit que en termes de résultats, ce sont pas des résultats qui permettent de titulariser donc un entraîneur comme celui-ci. Et pourtant, c'est lui qui va être retenu pour être titulaire, et ça va ouvrir une nouvelle ère qui va être assez impressionnante pour Leeds, qui sera pas à la hauteur donc des glorieux anciens des années 70 et aussi donc des années 90, mais qui va émouvoir un petit peu donc notre génération de libéraux. Justement, cette nouvelle ère qui va entrer, juste pour revenir un petit peu sur la saison 97-98 très rapidement, juste pour vous donner quelques éléments qui vont résumer Leeds de l'époque qui va venir, dont on va traiter tout de suite avec O'Leary. C'est qu'on a d'abord des jeunes joueurs qui vont sortir, on a Woodgate et Kewell qui vont sortir la saison 97-18, et on a aussi Hasselbank, donc l'attaquant. Donc c'est quelque chose qui va venir tout le temps, à partir de maintenant, c'est qu'on a des jeunes qui sortent, des grands joueurs qui viennent, et on arrive en haut du classement. 97-48, Leeds finit 5e. 98-99, avec O'Leary, Gilles le disait, ça va bien se passer. Très vite, Tate. Ça va bien se passer. En dépit du départ d'Hasselbank. En dépit du départ d'Hasselbank, ils font... Qui va à l'Atlético. Ils multiplient le bénéfice par 5. Donc ils l'ont acheté à 2 millions de livres, ils le revendent à 10 millions de livres. Et l'année d'après, donc ils finissent 5e. Donc là, on est en 98-99. 97-98, ils finissent 5e, et 98-99, ils finissent 4e. Ils finissent 4e. Et quand ils finissent 4e, c'est là qu'ils vont en demi-finale de Coupe UEFA. Non, c'est en 2000. On va arriver tout à l'heure. C'est ça. Mais moi, si je peux intervenir concernant Leeds, ça fait penser un peu. Leeds fait penser un peu au Newcastle justement de la fin des années 90. Le Newcastle et de Kenny Dalglish et de Kevin Keegan, dans le sens où c'est l'équipe qui est vraiment l'équipe trouble faite un peu du championnat. Newcastle qui passe très très proche du titre. Il y a beaucoup d'argent à Newcastle. C'est ça. Il y a beaucoup d'argent. C'est vrai. Mais en termes de surprise, c'est vraiment l'équipe qui fait mal à la tête à tout le monde. Ils savent déjà quand ils vont aller à Elland Road, ils savent tous qu'ils vont passer un sale moment, tout ça. Donc vraiment, Leeds, c'est vraiment... Il y avait aussi Aston Villa aussi qui est un petit peu dans ce cas de figure-là, dans cette période-là. Mais Leeds est vraiment l'équipe en devenir. Mais qui joue le premier tiers du tableau. Ouais. Exactement. Et quand Jimmy Floyd Hasselbank s'en va, les gens sont assez dépités. Ils disent quel attaquant on va faire venir, etc. Ils recrutent un solide Australien du Celtic Glasgow, Mark Viduka. Mark Viduka, oui, mais il y a aussi Alan Smith qui vient de sortir de cette saison. Qui sort du centre de formation. Qui va sortir du centre de formation très, très important. La saison 99-2000, c'est celle qui va nous montrer que Leeds fait partie du gratin européen. Européen, tout à fait. Et qui fait qu'aujourd'hui, on en parle de cette équipe-là. Avant de parler du parcours de cette équipe en Europa League, en Coupe de l'UEFA, on a une équipe qui vient de récupérer Mills, qui va mettre beaucoup d'argent, pas forcément des joueurs qui vont réussir. Donc là, on a déjà des débuts de travers qui vont faire du mal à Leeds. C'est qu'on va utiliser de l'argent, pas forcément à bon escient. On en a. Et on voit déjà des prémices d'un jeu d'argent quelque part du côté de Leeds. Oui, d'un jeu d'argent, donc d'un management, on va dire, je dirais pas de football de papa, mais d'un football anglais qui est géré par des Britanniques. Et donc là, on est sur donc des petites PME, donc avec des chairman de province, donc dans le Yorkshire, et un petit peu qui se fait un petit peu à la provinciale entre guillemets, et qui vont amener donc parfois donc des recrutements hasardeux. Ça va venir par la suite. Mais c'est vrai que par exemple on avait mentionné Viduka par exemple en attaque, mais c'est vrai que par exemple des joueurs comme Michael Bridges donc a été 5 millions de pounds. C'est ça. Mais c'était un grand espoir du foot anglais. Exactement, mais en plus c'est quand même une somme aussi. Donc c'est ça à l'époque, oui, surtout à l'époque, ouais. Non, c'était vraiment, c'est vrai qu'en termes de transfert, il n'y a pas eu que de franches réussites à Leeds. Ça, il faut être clair à ce niveau-là. Ils surpayaient beaucoup, même les salaires. Ils surpayaient beaucoup, ouais, c'est vrai. Clairement. Mais après, je pense que ce qui a
permis à Leeds aussi d'être vraiment, de rester à un bon niveau, c'est que la base était assez solide quand même. La base vraiment de la colonne vertébrale. Radebe. C'est ça, Luca Radebe, Eric Back au milieu de terrain, le Norvégien. Qui est arrivé, qui voilà, était Gary Kelly aussi, dès sa première saison. Gary Kelly aussi, le latéral irlandais, Yann Hart. Il y a vraiment une équipe qui est assez solide. Et Rio Ferdinand aussi, il ne faut pas oublier. La saison d'après, 2001. Oui, pour l'instant, la saison d'après, sur la 99-2000. Mais on a vraiment une équipe solide. Et une équipe solide, justement, qui va faire un très très beau parcours en Coupe d'Europe. Ouais. Oui, en Coupe d'Europe et aussi en championnat. Parce qu'on va dire qu'ils jouent les troubles faits et ils sont dans les premières places. Après, c'est vrai que sur la fin de saison, de concilier avec là aussi la Coupe d'Europe, ce qui a fait qu'ils ont un peu. Donc, chute, il y a une chute au niveau du classement, mais ils arrivent à préserver leur essentiel en restant devant Liverpool. Donc, donc à l'issue de cette saison-là, pour pouvoir jouer donc, la Ligue des Champions et en terminant donc à une place pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils terminent troisième. Ouais. On va quand même se concentrer un petit peu sur ce parcours en Europe, en Coupe de l'UEFA. Ils sont éliminés en demi-finale contre le Galatasaray, futur vainqueur. C'est ça. Quel souvenir vous avez de ce tournoi-là du côté de Leeds? Moi, personnellement, le souvenir que j'ai qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment le duel entre Totti et Nigel Martin, donc à Rome, justement en quart de finale. Donc de la Coupe UEFA, qui a été vraiment incroyable, où Totti sur la première mi-temps doit tirer 3 ou 4 fois et Martin sort des arrêts incroyables. Et donc à ce niveau-là, donc il fait un match quasiment parfait, Nigel Martin, qui était le gardien donc titulaire donc de Leeds à ce moment-là, qui était devant Paul Robinson, qui a été le gardien par la suite de l'équipe nationale d'Angleterre. C'est ça. Et par exemple, quand on voit donc ce type de match-là, et après le match retour, donc surtout à l'Elland Road, le match retour à l'Elland Road, incroyable, et dans une ambiance à l'anglaise, petit stade et avec une ambiance très proche du terrain. Faut pas que l'adversaire passe une bonne soirée. C'est ça. Mais là, c'est vrai qu'il faut reconnaître, pour en venir maintenant à la demi-finale contre Galatasaray, il faut quand même reconnaître la force de caractère des Turcs à ce niveau-là, parce que surtout le match retour à l'Elland Road, que ce soit mené par Hadji et par notamment Hakan Şükür, les Turcs quand même tiennent tête à Leeds, qui était quand même le favori de ce match, parce que tout le monde s'attendait à une finale Leeds-Arsenal. Après leur démonstration, Arsenal jouait contre Lens, je pense. Oui, Arsenal jouait contre Lens. 3-3 et après 1-0. C'est ça. Henry qui avait marqué au match aller et Bergkamp qui marque au match retour. Et voilà, tout le monde s'attend à ce que la finale soit Arsenal-Leeds. Et Galatasaray a montré le contraire à ce niveau-là, quoi. Galatasaray qui sera très certainement un sujet de podcast chez les libéraux. Moi, ce qui m'a marqué le plus lors de cette campagne, c'est malheureusement la mort des deux supporters. C'est vrai. Des deux supporters de Leeds poignardés. Ça a créé aussi une rivalité anglo-turque et tout ça qui s'est propagée même pour plus tard. Pour le qualif de l'Euro 2004. Exactement. Avec le dénommé Alpay et tout ça. C'était vraiment très très chaud. Alpay et Beckham aussi. Alpay et Beckham. C'était un grand salaud le penalty. Exactement. Qui s'était fait virer après de son club. d'Aston Villa. Et moi, c'est ça qui m'a le plus marqué lors de cette campagne. Leeds termine 3e de son championnat, se qualifie en Ligue des Champions. On va parler rapidement de son parcours en Première Ligue. Ils vont terminer 4e. Début de régression limitée, mais de Liverpool. On verra par la suite que c'est le début d'une petite régression. Mais c'est surtout ce qu'on retient, c'est son parcours en Ligue des Champions. Mais avant de revenir sur la Ligue des Champions, j'aimerais quand même qu'on revienne sur les joueurs qu'ils achètent. Olivier Dacour, qui vient de Lens. 7 millions de pounds. Il y a Ferdinand, évidemment, 18 millions, 20 millions d'euros, 18 millions de pounds. Très très gros transfert pour l'époque. Un certain. Avec sa teinture blonde. Il y a aussi Dominique Matteo qui va être important. Matteo, et puis Viduka qui vient cette saison-là, 7 Viduka. millions d'euros. C'est cette saison-là. C'est pas la saison d'avant ? Non, c'est cette saison-là. 7 millions de pounds. Et on a aussi juste une petite précision, on a déjà 30 millions de déficit aussi dans ce qui concerne ça. En fait, je vous mets juste un petit peu... Le trou commence à se creuser. Petit à petit. Progressivement, Parce que le gong arrive très vite, c'est pour ça. Exactement. Et donc voilà, on a cette équipe-là, on a une grande équipe tout de suite. Mais non seulement, là, tu voulais aborder la Ligue des Champions, non seulement la Ligue des Champions, en championnat aussi, il y a des matchs d'anthologie. Il y a vraiment des matchs d'anthologie, notamment la victoire 4-3 contre Liverpool à l'Elland Road, où Marc Viduka met un quadruplé. Et ça, c'est un match qui allez regarder ça sur n'importe c'est un match qui a marqué tout le monde. Ça a marqué tout le monde. Et moi, l'image qui me reste justement de ce match-là,
c'est David O'Leary qui regarde Marc Viduka d'un air amusé et qui regarde le ciel en disant mais qu'est-ce qui t'arrive en gros Dieu t'es avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est vrai que elle avait ce corps. Ah oui, Viduka c'était pas un attaque, c'est pas un joueur, c'est un rugbyman. Il a un physique de footballeur australien et baraqué. Tu dis qu'il est rugbyman ou footballeur australien. Et ben non, ça a été un très très grand. Et Dieu sait que ça a été bon. QL, Smith, c'est lui, ça a été vraiment très bon. Ouais. Mais clairement, c'est là en plus sur cette saison 2000-2001, on insiste sur vraiment le fait donc de la Ligue des Champions. C'est le parcours aussi européen qui fait que. Oui. Ils m'ont fait rêver. Franchement, en plus, sur cette Ligue des Champions 2000-2001, on attendait le Real, on attendait Manchester, on attendait le Bayern. Mais après, par exemple, on attendait aussi Valence, voire Leeds. Même la Corogne. Oui, effectivement. Même la Corogne. Et voilà, mais c'est Leeds qui arrive. Ils ont fait tomber des scalps à chaque tour. C'est franchement, toujours des gros morceaux. Premier groupe, ils sont avec le Barça, le Milan et le Beşiktaş. Ils perdent quand même contre le Barça lourdement. Premier match. 4-0. Avec un but de Rivaldo d'anthologie sur RDB. Les yeux derrière la tête. Rivaldo. Le Milan, c'est assez. Milan, mais déjà, on voit que c'est un petit peu plus serré. 1-0-1, ça reste un peu plus. Mais ce Milan-là n'est pas. Ça reste Milan quand même. Ce Milan-là est fatigué quand même. Et puis il y a le 6-0, Beşiktaş, on retrouve les Turcs. Exact. Ouais, c'est vrai. Deuxième groupe, on a. Oui, Chris, tu voulais ? Non, je disais que voilà, en termes de niveau, Galatasaray, Beşiktaş à cette époque-là, on va dire qu'il y a une différence qui est assez importante quand même. Oui, significative. Le football turc aussi qui avait ses mots à dire sur cette période-là. Oui, d'autant plus que tous les joueurs de l'équipe nationale turque jouent tous dans les clubs. Quoi. Il n'y avait pas encore de joueurs qui à l'Inter aussi. Oui, ça c'est un peu plus tard. Ça. Défi de la saison 2, on parlera de l'Inter à chaque podcast. Deuxième groupe, Real de Madrid, Lazio, Anderlecht. Et ça, c'était l'une des plus grosses surprises de ma vie de suiveur de foot. Moi, j'avais la Lazio à l'époque, surtout en 2000-2001. Ils avaient peur de la Lazio. Non, mais c'était une équipe. Déjà l'année d'avant, contre Valence, j'avais aussi une surprise quand ils perdent 5-2 au Mestalia et après ils gagnent 1-0, donc quart de finale. Ils frappent Marseille aussi l'année d'avant. Non oui. Tout le monde frappe Marseille. Un quadruplé de Simone Inzaghi et la bagarre ensuite. C'est ça. Donc ils éliminent la Lazio qui pour moi c'était un épouvantail, c'était un mastodon en termes de joueurs du football européen, même s'ils n'ont pas confirmé. Franchement, en plus le Leeds Lazio en termes de déficit économique aussi, exactement. C'est plutôt pas mal aussi. Je pense qu'il y en a un qui gagne quand même. C'est Cragnotti bien sûr. C'était le déficitico. C'était le déficitico. Et non, mais c'était les joies du football dans notre enfance. Il y avait des gens qui pariaient avec nos clubs de cœur. Ah non, mais c'était la Lazio, c'était un mastodon et voir Leeds éliminer cette équipe. Pour moi c'était un crève-cœur et en même temps ça m'a fait aimer cette équipe. Ouais, mais tout le monde s'attend à ce que ce soit le Real et puis la Lazio qui passe, mais bien sûr, haut la main quoi. Oui, c'est quelque part c'était un groupe extrêmement relevé et puis il y a le match Gilles Christ contre le Depor en quart. C'est Hart. Ah mais franchement voilà quoi, un mec comme Yann Hart encore une fois. Sous-côté dans l'histoire quand même. Sous-côté dans l'histoire qu'on en parle. Mais franchement, l'ambiance de malade l'ambiance de fou effectivement. Mais regardez, un mec comme Yann Hart, moi je suis gaucher. Il n'y a pas beaucoup de Yann aussi, mais voilà, donc il n'y a pas forcément de joueurs qu'on mette en avant. Il y a beaucoup de gauchers, beaucoup de Marseillais. Bon, c'est plutôt pas mal dans l'île. Vaut mieux ne pas être Marseillais et de gauche, mais bon, continue. Il est relou. Toujours. S'il vous plaît. Je vous demande de vous arrêter. Non, mais tu vois, par exemple, un joueur comme Yann Hart, donc encore dans ce match-là, le Depor ne voit pas le jour quasiment dans cette rencontre. Mais après, Leeds met une intensité qui est monstrueuse. Mais après, c'est vraiment les équipes anglaises, c'est ça. C'est un petit peu à l'image de ce qu'on a vu avec Liverpool cette saison. Enfin, la saison qui vient de finir avec les remontadas qu'ils ont fait. Par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est énorme. Franchement, quand vous jouez contre une équipe anglaise qui n'a peur de rien, avec son public et Land Road, Dieu sait que les Land Road, c'est un stade qui est très très chaud. Là, c'est quasiment impossible. Tu trembles sur le terrain. Il se passe quoi au match retour, cette défaite ? Cette défaite, elle est 2-0. Ouais, pour moi, elle est plus ou moins anecdotique, on va dire ça comme ça. C'est le Riazor. Donc, oui, c'est ça. C'est le Riazor. Cette saison-là, les Parisiens s'en souviennent très bien. Exactement. Avec le scénario les Parisiens s'en souviennent très bien. Très bien, ouais. Et même les Madrilènes aussi, les Barcelonais aussi. Là-bas, ils gagnaient pas. C'est ça, en fait. Là-bas, c'est un stade où il fallait ramener la qualification. Exactement. C'est rien d'autre. Et la demi-finale. Contre Valence.
0-0, Après, moi, je me souviens surtout du match à Mestalla, où Valence, où Valence récite sa partition à vraiment. C'était Valence à cette époque-là, au Mestalla, c'était impossible de les battre. Franchement, c'était impossible parce que techniquement, c'était un truc de fou. C'est pas Leeds qui allait le faire, quand bien même. Ça manque d'expérience, mine de rien. Ils mettent un Mendieta qui est au sommet de son art. Mais identique, le but de Mendieta et de Juan Sanchez, c'est les mêmes. Bien sûr. Mais que voulez-vous, ce Valence-là du début de 2000 et 2001, c'était impossible. C'était impossible de battre Valence au Mestalla. Effectivement, mais dans cette équipe-là, il faudrait qu'on fasse vraiment un focus dessus parce que c'est encore un délire. Mais voilà, Leeds peut-être arrive au bout je dis pas de sa méthode, mais on est face à une équipe qui est finaliste précédemment donc de la C1 et là qui veut justement aller à Milan pour jouer la finale face au Bayern. Et Leeds aussi. Leeds est moussé. Et voilà, c'est comme la saison 99-2000, ils arrivent encore émoussés donc sur la fin de compétition parce qu'en fait je pense qu'ils sont pas préparés pour pouvoir faire ça et pour pouvoir aller au bout donc de ces compétitions là et même au bout de la première ligue parce que l'effectif est court on va dire que c'est pas un club qui est préparé pour jouer donc les titres. C'est un peu comme Monaco en 2017 face à la Juve aussi. On sent qu'ils ont pas le niveau justement pour aller en finale. Et là justement là en fait ce que ne sait pas Leeds, c'est qu'elle vient de connaître son apogée. C'est ça. Sur cette saison 2000-2001. Contrairement à ce qu'ils avaient prévu. Bien évidemment, c'est ce dont on va parler. Déjà, depuis l'intersaison 2001-2002, on a déjà Robbie Fowler qui vient pour 11 millions de pounds. Il y a aussi Seth Johnson qui vient pour 9 millions de pounds, qui vient de Derby, un illustre inconnu. Moi, quand j'ai refait dans les archives, ça devait être vraiment une hype à l'époque et ils sont complètement bourrés et ils n'ont pas forcément beaucoup vendu. Robbie Keane aussi. N'oubliez pas aussi que, par exemple, sur la première partie de saison de saison 2001-2002, c'est une équipe qui fait partie des premières équipes du championnat et qui est même leader. Ouais, ils font un bon début. En commençant donc l'année 2002 au 1er janvier 2002, c'est les leaders du championnat. Ouais, c'est vrai qu'ils font un excellent début de saison à l'entrée de l'Euro. Mais ils terminent 5e. Ouais. Il termine 5e. Pareil, c'est vraiment ce côté sur la longueur. Ce Leeds-là a du mal à tenir sur la longueur. Et ça se voit encore une fois en première ligue. Ça se voit parce que, voilà, comme j'ai dit, la première ligue, après, c'est. La particularité de la première ligue, c'est qu'il faut savoir être bon au bon moment. Et malheureusement, Leeds et c'est périodique. Il faut. T'as Noël, t'as Pâques. Exactement. Et Leeds, malheureusement, était en sur-régime quand même au début de la saison. Ils font mal à pas mal d'équipes. Mais on sent vraiment que après le Boxing Day, on sent vraiment que ça devient compliqué. Et malheureusement, c'est le début de la fin pour ce grand club, quoi. Et le début de la fin, c'est vraiment l'intersaison 2002-2003. Ouais. La saison 2002-2003 est totalement catastrophique pour Leeds, qui va finir 15e. On va parler rapidement de leur parcours, mais on a surtout 3 changements d'entraîneur. O'Leary qui va rapidement partir. On avait prévu un avenir vraiment glorieux. Et que ça ne s'est pas passé. Pareil pour il y a Terry Venables aussi qui était complètement cuit. Et Peter Reeds aussi. Et puis on a surtout le président mythique de cette période-là, qui s'en va en mars. Donc là, en fait, quelque part, pardonnez-moi l'expression, mais tout fout le camp. Oui, c'est ça. Concrètement, c'est un raz-de-marée, en fait. C'est un raz-de-marée qui s'empare de la maison Leeds, en fait. Et on le voit déjà, comme on a dit précédemment, déjà, ils vivent au-dessus de leurs moyens, avec des transferts onéreux. Et malheureusement, quand les résultats ne suivent pas, c'est vraiment la mise à mort pour un club et on l'a vu. Là, on est déjà sur du 100 millions de dettes. 100 millions de pounds en plus. Exactement. En fait, le virage, c'est quand ils ratent la Ligue des Champions en 2003. Ah, de peu, 2003. Face à c'était Newcastle qui prennent leur place. Ils arrivent à quelques points de Newcastle. C'est ça. Enfin, ils avaient budgétisé une 4e place. C'est ça. Et malheureusement, ça c'est et c'est là qu'ils sont partis en Coupe UEFA, donc à la place de Newcastle qui est parti de Sir Bobby Robson qui est parti en Ligue des Champions. Et c'est là le début. Petite précision, là où ça pourrait donner une indication sur les débuts de la fin, mais on a Ferdinand qui part, il y a aussi Lee Bauer qui part, il y a aussi Woodgate qui part, il y a Fowler qui part. Tout le monde, ils abandonnent le navire et parce qu'il n'y a pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. Moi, en tant que supporter, en tant que supporter marseillais, je sais ce que c'est ne pas atteindre ses objectifs et après brader les joueurs, donc combler les déficits. Je sais ce que c'est. Et donc ils n'avaient pas le choix. Ils avaient une montagne d'argent qu'ils avaient dépensé les années d'avant. Marseille, ça vend pas très bien. Bon, bref. Exactement. Et ils ont réussi à bien vendre Ferdinand, même Dacour. Au mercato hivernal à la Roma. Donc Capello est devenu complètement gaga de lui. Oui, clairement. Et c'était en hiver 2003. En hiver 2003, ouais. Mais ce qui est bien au moins en 2003, c'est que moi, en tant que
ils ont réussi à faire en sorte qu'Arsenal ne soit pas champion en 2003. Arrête. En la dernière journée, mauvais, et ça, c'est pareil qu'en 99. En 99, c'est à cause d'Hasselbank qu'Arsenal ne gagne pas le titre. Et enfin, la dernière saison, celle de la relégation, saison 2003-2004. Moi, j'ai rien compris. Que des prêts. Non, mais concrètement, ils ont plus d'argent. Il y a plus d'argent. Et Tigray, qui est le coach. Qui est le coach de Leeds qui ne s'en sort pas. Ouais. Ils vont finir 10e. Il y a QL qui part, il y a Dacour qui est parti aussi. C'est ça. Perte d'argent, beaucoup d'arrivées. Les arrivées, c'est que des prêts. Tu le disais, Johan. Et sont vraiment des joueurs qui ne jouent pas dans leur club en plus qui vont à Leeds. Des noms comme ça, il y a Zoumana Kamara notamment. Didier Domi, Lamine Sako, Jermaine Pennant, Salomon Lembe, Roquet Junior, mon Dieu, Cyril Chapuis, mon Dieu. Jermaine Pennant avec son bracelet électronique ou pas? Ça c'est pas bien. C'est pas gentil. C'est pas gentil. En tout cas, oui, c'est le recyclage de la Ligue 1 en fait. On se dit c'est une pépinière avec des talents. En fait, c'est la ligue des enchantements. Il y a Pennant à droite et il y a aussi James Milner aussi qui joue. James Milner qui était Schushiner de Dacour. Et Aaron Lennon. Aaron Lennon aussi qui joue ses premières minutes chez les pros à l'époque. C'était il y avait des joueurs rapides dans cette équipe, mais pas beaucoup de ça. On l'a tous aimé à PES. Non, pas vraiment, non. On s'amuse beaucoup sur cette émission. J'espère qu'on rend suffisamment hommage à Leeds. On va faire très rapidement sur les joueurs qui ont été mythiques sur cette période-là. On a Martin Nigel, le gardien. On a Hart, on a parlé. Nigel Martin. Pardon. On a deux prénoms aussi. Ferdinand, Bauer, Dacour. Il y a eu quand même des beaux noms qui sont sortis de cette équipe-là. Et des joueurs qui vont être importants pour les autres clubs anglais. Je pense notamment à Alan Smith. Bien sûr. Non seulement, on parle de Marc Viduka aussi. Une bonne école. Le Karadebe qui est le capitaine mythique de l'Afrique du Sud. Harry Kewell aussi. Qui va se plaindre après du staff médical de Leeds. C'est ça, par rapport à son problème de genou. De genou pour Liverpool. Mais quel joueur Harry Kewell, son pied gauche encore. J'étais amoureux de lui. Mais franchement, Hart, Kewell donc sur le côté gauche. C'était mieux que Rotenevra. En 2004, retrouvez le podcast. Je sais pas s'il y a débat, mais en tout cas. C'était mieux que Rotenevra. En tout cas, en termes de qualité, oui. Finalement, les garçons, on va terminer le podcast sur ça. Ou Malouda, il est triste, ce podcast. Ouais, quelque part, parce que c'est vraiment. Il est très nostalgique. C'est vraiment, il y a ce côté. Un feu follet. C'est un peu dommage, parce que c'est vraiment aussi une équipe qui s'en va, quelque part. On n'a plus jamais retrouvé au niveau ensuite. C'est ça. Et pourtant, qui a réussi à nous faire rêver sur un laps de temps assez court. Ouais, c'est ça. Juste pour terminer, vous retenez quoi de ce Leeds-là? Ou qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Leeds-là dans l'histoire? Parce que. Qu'est-ce qu'on retient de ces 8 années, ou même plus, de ces 15 ans de première ligue, de première division? Franchement, moi, me concernant, étant supporter d'Arsenal en Angleterre, moi j'ai ce match Leeds-Arsenal en 1999 qui prive clairement le titre à Arsenal sur le but d'Hasselbank. C'est pas drôle. Mais voilà, c'est vrai que il faut reconnaître quand même ça a été une belle histoire d'amour quand même, Leeds. Après, moi, je pense aussi donc par rapport à ça, donc c'est vrai qu'il y a aussi 2002-2003 où Arsenal aussi donc se prend les pieds dans le tapis donc à cette époque-là. 2-3 à Highbury. C'est trop lourd. Mais franchement, quand les Français qui parlent de Thierry Henry, Ballon d'Or 2003, d'abord qu'ils fassent la différence contre Leeds, après on va discuter. C'est pas non, mais il a raison. Il a raison, franchement. Et toi, Leeds, Tate? Je rejoins mon camarade Gilles Christ. Vraiment, moi, ce match en 2003. C'était la dernière journée ou l'avant-dernière, je sais plus. L'avant-dernière, où ils gagnent 2-3 à Arsenal, où ils avaient complètement plus rien à jouer. Ils devaient faire un coup d'éclat pour, entre guillemets, c'est le chant du cygne, en fait. Exactement, le chant du cygne. Et Harry Kewell m'a fait bander. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.